Bonjour à tous, donc merci d'être présents, on va commencer. Donc tout d'abord je vais répéter juste ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une session découverte JavaScript, donc juste pour bien caler et que tout le monde soit ok par rapport à ça. Donc bonjour à tous, je vais présenter cette session avec Jean-Pierre Vincent, donc je suis de Microsoft et on va vous présenter une session sur les fondamentaux JavaScript ou comment en fait bien comprendre le fonctionnement en fait de JavaScript dans des environnements de développement qu'on n'a pas forcément l'habitude de manipuler, hein, surtout si vous venez du monde on va dire structuré de type Java, de type C# ou autre. C'est des notions qu'il faut apprendre et en tout cas bien maîtriser pour après pouvoir le remanipuler et faire évidemment son propre code JavaScript. Et vous allez voir qu'il y a certains paradigmes en fait qui vont être très différents de ce qu'on a l'habitude de manipuler dans des environnements qui sont différents et qui sont plus communs peut-être de type structuré. Voilà, donc je vais passer la main tout de suite à Jean-Pierre pour l'introduction, et puis vous allez voir, moi je vais plutôt m'occuper de la partie démo, et puis Jean-Pierre va être le maître de cérémonie pour toute cette session. Vas-y Jean-Pierre. Merci Pierre. D'abord je vais être poli, je vais me présenter rapidement. Donc effectivement je suis Jean-Pierre. Je suis indépendant et moi ça fait 12 ans que je fais du web. Je suis on va dire un pur produit du web dans le sens où j'ai appris le web en faisant, donc en lisant le web et voilà, c'est comme ça que j'ai appris les métiers du web. Aujourd'hui je suis à mon compte en tant que soit formateur, soit expert technique. Il y a un méchant mot pour dire ça s'appelle consultant, mais les développeurs n'aiment pas ça. Mais donc voilà, et donc je fais énormément de veille technologique, donc vous pouvez me retrouver sur TheIstallManic sur Twitter ou sur braincracking.org où voilà, donc on parle de performance web, donc comment accélérer des pages web très rapidement, et de HTML5 et de JavaScript. J'ai écrit un joli petit bouquin sur HTML5 HTML5, donc c'est vrai que c'est joli à voir, on voit plein de démos, etc. Mais au moment, une fois que vous passez l'effet démo, après, quand vous rentrez dedans, c'est que du JavaScript. Donc ça commence à être du JavaScript qui ressemble à de l'applicatif. Donc aujourd'hui, on va voir déjà on va dire 3-4 notions fondamentales qui vont permettre de débugger sans trop de problèmes, ou en tout cas de bien développer avec JavaScript. Pourquoi JavaScript ? D'abord parce que JavaScript est absolument partout. Donc à l'origine on l'utilisait beaucoup sur le navigateur, mais à la base il a été fait pour le serveur, et tout le monde est en train de l'implémenter, des téléviseurs au mobile, Windows 8. Des gens ont fait des OS avec du JavaScript. Voilà, donc aujourd'hui c'est dur d'ignorer JavaScript. Il y a plus vraiment de choix. Et pourtant, alors, JavaScript, c'est un mauvais Juste pour compléter ce qui a été dit en plénière, donc il y a eu une intervention concernant JavaScript avec la démo qui a été faite en plénière sur la partie HTML5. Donc effectivement, côté Microsoft, ce langage, et c'est pour ça aussi qu'il y a des sessions JavaScript, dont une session aussi en fin de journée, avec aussi Jean-Pierre, JavaScript devient côté Microsoft un nouveau socle de développement, donc ça sera le cas pour Windows 8, donc comme c'est mentionné dans le slide, et aussi évidemment dans le fait que les nouvelles versions des navigateurs entre IE9 et IE10 IE10 qui va arriver, aussi évidemment va supporter toute la norme HTML5. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui HTML5 JavaScript CSS3 est un des socles de développement d'applications pour Microsoft. Ce n'est pas le seul, il y a encore les existants, C++, XAML, mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des sessions JavaScript dans des événements comme les TechDays qu'on voyait pas forcément avant. Voilà, c'était juste pour compléter ce slide où en fait finalement JavaScript il est dans d'autres environnements que Microsoft, bien sûr. Oui, il est absolument omniprésent. Et par contre, il a toujours mauvaise réputation. C'est-à-dire que c'est dur aujourd'hui il y a encore quelques années, je parle de 1, 2 ou 3 ans, JavaScript était vu par les développeurs, notamment Java, peut-être PHP encore, C#, etc., comme un langage de gosse, un langage de scripting. En même temps, c'est écrit dedans. Il a mauvaise réputation parce que c'est vrai qu'il est un peu difficile à comprendre. Quand vous voyez ce genre de code, là par exemple on a un parseInt qui est censé donc récupérer, déduire d'une chaîne de caractères un entier. Dans un cas, il va vous donner, donc 0,6 donne bien 6 comme on s'y attend, mais si vous lui donnez 0,8, il va vous donner 0. Donc c'est pas un bug.
Et c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Pour fixer ce genre de choses, vous rajoutez la base 10, donc il faut faire parsing virgule 10, donc 0,8,10, et du coup vous aurez bien votre 8. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses. Le typage est extrêmement compliqué à comprendre. Honnêtement, je me pose même plus des questions au bout d'un moment. Par exemple, NaN, donc c'est quelque chose qui ne représente pas un nombre, donc c'est not a number, c'est quand vous faites une erreur dans votre division, des choses comme ça. Le type de NaN, c'est un nombre, par contre si vous évaluez deux NaN côte à côte, ils ne sont pas égaux. Nul, type of de nul est un objet, par contre si vous lui demandez si nul est une instance de l'objet, non, ce n'est pas un objet. Allez comprendre ça. JavaScript a aussi une mauvaise réputation parce qu'il a un peu de mal à gérer, enfin de mal. Il a une manière d'arrondir les chiffres qui peut être surprenante. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des égalités qui ne sont pas forcément parfaites. Mais finalement, ce qui a causé vraiment la mauvaise réputation de JavaScript, c'est pas tant JavaScript lui-même qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le DOM. Donc le DOM, c'est tout ce que dans un navigateur vous trouvez dans window.document, donc .getElementByTextName, .getElementById. C'est tout ce qui représente votre arbre. C'est lui qui avait mauvaise réputation parce qu'effectivement, il y a eu une guerre entre le monde de Microsoft, donc les IE, et on va dire le monde de la standardisation, qui fait que effectivement, il y avait des incohérences entre navigateurs. C'est ça qui a vraiment causé la mauvaise réputation. Mais c'est pas ça JavaScript. Autour de JavaScript, il y a d'autres API qui tournent. Donc vous avez le DOM pour le navigateur. Si vous êtes côté serveur, vous allez peut-être utiliser du Node, vous allez avoir une API Node. Dans Windows 8, ça s'appelle WinRT, qui vous permet d'accéder à un peu tout à l'intérieur de la machine. Donc voilà. Aujourd'hui, on va pas parler de ces API. Aujourd'hui, on va vraiment parler JavaScript. Donc, pour résumer, JavaScript pour moi c'est pas compliqué, c'est surtout qu'il est différent. Il a été pensé différemment, il est pas pareil. D'abord, il est né pendant la guerre, donc il a 2-3 traumatismes. Il est né pendant la guerre, Microsoft, Netscape. Donc Netscape est en train de gagner, histoire d'asséner un dernier coup, enfin essayer d'asséner un dernier coup à Internet Explorer de l'époque. Ils ont essayé de sortir un langage de script et le mettre dans le navigateur. Pour la petite histoire, à la base, ce langage de script a été prévu côté serveur. Il a été pondu en quelques semaines, ça ne veut pas dire qu'il est buggé, mais il a quand même été fait, enfin voilà, c'est un petit langage. Et surtout, ses influences, c'est surtout pas Java, comme c'est écrit dans le nom, c'est des langages extrêmement peu utilisés, type Erlang, Lisp, Python, Haskell. Voilà, je pense pas que vous soyez beaucoup à avoir utilisé ce genre de choses. Donc, dès qu'on va vouloir utiliser les paradigmes auxquels on est habitué, orienté objet, dont on a habitué dans Java, PHP et autres, bah, du coup, voilà, on est sur complètement autre chose. Heureusement, IE et Netscape se sont mis d'accord sur une norme qui est ECMAScript 3, qui est finalement la version aujourd'hui que tout le monde utilise parce que c'est celle que, enfin, en tout cas sur le web, c'est celle que tout le monde utilise parce que c'est celle que IE 6, 7 et 8 supportent. Donc voilà. Mais là, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça sera de toute façon, valable aussi pour ECMAScript 5, donc la suite. Donc ça, c'est les futures versions. Donc il y a certaines qui sont déjà implémentées dans les navigateurs récents, y compris les derniers IE. Voilà. Et donc les autres Harmony, Next, etc. arrivent. Donc en attendant, on reste sur du ECMAScript 3. On reste sur le 3, c'est la base. Ça marche très bien. On va voir au moins 3 choses ce matin, un peu plus si on a du temps. Donc d'abord la portée des variables, qui est ce petit truc énervant qui fait que des fois votre code plante et vous avez aucune idée de pourquoi et vous n'arrivez pas à reproduire. Le contexte, donc c'est le petit mot-clé 10, c'est au moment où vous... ça a perdu beaucoup de développeurs qui sont habitués à avoir un contexte fixe. Là, on va voir pourquoi est-ce qu'il bouge. Et on va voir comment est-ce qu'on peut tordre les fonctions, puisque JavaScript est un langage de programmation fonctionnelle. Et en fait, tout passe par manipuler les fonctions pour en faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc c'est pas beaucoup, mais vous allez voir que finalement c'est vraiment la base, et quand on a à peu près assimilé ces 3 notions, on peut facilement du coup relire du code JavaScript et l'étendre, comme on le verra dans la session de cet après-midi. La portée donc, la portée c'est quoi? C'est une closure. Une closure en JavaScript, c'est jamais que function et la paire d'accolades.
Et à l'intérieur de ça, à chaque fois que vous créez une nouvelle fonction, en fait, vous allez créer une nouvelle portée. Et dedans, vous allez vous y rattacher avec var. Donc là, par exemple, première ligne, je définis ma fonction. Dernière ligne, je l'exécute. Et je regarde à quoi ressemble ma variable x. Ma variable x est déclarée à l'intérieur, donc var x égale 1, elle est déclarée à l'intérieur de ma closure, de ma fonction. Donc quand j'essaie de faire de l'afficher à l'extérieur, elle est non définie. Tandis qu'à l'intérieur, on la voit. Jusqu'ici tout va bien. La particularité de portée, c'est qu'elles peuvent s'imbriquer. Donc là, par exemple, je crée une deuxième portée en dessous. Je redéfinis x, var x égale 2. Et donc à l'intérieur de ma deuxième sous-fonction, évidemment j'ai du 2. La question du jour, c'est qu'est-ce que j'ai à l'extérieur de la deuxième sous-fonction? Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de la première fonction? Attention, c'est 1 toujours. Ça veut dire que vous n'avez pas écrasé la valeur au-dessus. Les scopes se voient les uns les autres par imbrication. Par contre, si vous maîtrisez bien vos scopes, vous n'allez jamais écraser ce qu'il y a au-dessus. Mais à chaque fois, bien sûr, il faut utiliser le mot-clé var. Et donc ça, c'est juste une troisième imbrication pour dire que même si on n'a pas redéfini à l'intérieur de la troisième fonction, on voit quand même tout le scope, donc toutes les variables qui ont été définies auparavant. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. Un peu de pratique. Alors on va faire un peu de pratique, parce que pour être sûr que vous ayez bien compris cette notion de var, j'ai écrit un tout petit bout de ligne de code. Donc pour bien comprendre et bien situer tout le monde, ici donc je suis dans une page HTML, ce qu'on appelle le DOM, hein, c'est toute la partie qui va construire ma page, et le JavaScript, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va manipuler en fait ce DOM dynamiquement côté client, donc ça s'exécute dans le navigateur. Ici, dans mon exemple, on a, à chaque fois, dans tout mon exemple, on va récupérer cette notion-là. On a simplement une collection, une UL, et dans cette collection, enfin dans cette UL, je vais ajouter dynamiquement ce qu'on appelle des LI, donc des points à l'intérieur. Comment je le fais pour les construire dynamiquement? En fait, j'ai défini ici un tableau avec ABC, et dans ce tableau, je vais le parcourir, et dans chaque itération de mon tableau, je vais appeler cette fonction, ici qui s'appelle createLi, et je vais récupérer ici par cette fonction JavaScript un élément de mon DOM, qui est ici, mon élément mon UL, et je vais rajouter des éléments à l'intérieur. Donc on peut se dire que jusqu'ici c'est relativement simple, donc je vais l'exécuter dans un navigateur, et j'ai effectivement construit dynamiquement côté client ces trois éléments ABC. Okay. Comment j'ai écrit ça? J'ai fait une boucle for et j'ai déclaré une variable i. On m'a dit, j'ai vu qu'il y avait des var, des trucs comme ça, en fait ça sert pas à grand chose. Je sais pas pourquoi on a besoin d'utiliser ça, parce que finalement ça sert pas à grand chose d'utiliser les var, puisque mon application, ma page JavaScript fonctionne. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc je pourrais prendre ça et me donner à mon développeur en disant, allez-y, vous pouvez continuer à développer dessus. Un deuxième développeur arrive et se dit, j'ai besoin de construire ABC mais 10 fois. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire une petite boucle for autour, en fait, de cette construction. Du coup, je vais faire 10 fois ABC. On est tous d'accord? Allons-y, je le lance. Je suis dans mon navigateur. Attention, je fais F5. Et là, ça part en cacahuète. Et là, c'est le drame. C'est le drame puisque je n'aurai jamais le résultat. Le seul moyen que j'ai pour récupérer ma machine, c'est de faire bouton droit, afficher, voilà. Et on voit que j'ai un cœur qui est entièrement pris par le navigateur, qui est pris par ma fonction JavaScript qui en fait ne s'arrête jamais. Donc je vais l'éteindre une première fois. IE va essayer de me la relancer une deuxième fois. Il se dit, si ça se trouve, donc là, je suis obligé de l'arrêter une deuxième fois. Et là, IE me dit, ok, il y a un problème dans ta page, donc il m'interdit de la rafraîchir. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma page et pourquoi ça a planté? C'est donc par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est relativement simple. On a donc bien une fonction dans laquelle on fait une boucle et on tape sur la valeur i. Sauf que la valeur i, il lui manque un petit truc, c'est le var, qui lui permet de dire mon i reste à l'intérieur de ma fonction. Parce que là, en fait, tu tapes le i sur lequel tu tapes, c'est le i au niveau global. Tu dis que je partage le même i, en fait, là. Et du coup, tu partages le même i de partout. Donc je vais indenter un peu peut-être mon code, ce qui me permettra de mieux comprendre. C'est plus joli. Ok, donc là, si je mets juste var, ça devrait marcher. Ça suffira. Celui-là, je peux le laisser? Tu peux le laisser, de toute façon, même si tu mets un var ici, en fait, tu vas quand même le redéfinir au niveau global. Ah, parce que je suis pas dans une fonction, c'est ça. D'accord. Allez, essayons. Donc cette fois-ci, j'enlève le petit pragma devant. Ouais. Et là, c'est beau. Ça, c'est du HTML5. Donc, il faut pas oublier de faire du var.
Moralité, donc voilà, toujours utiliser var. Ça vous permet de vous protéger, de savoir exactement ce que vous utilisez comme fonction et de rester chez vous. Autre chose, donc justement tout ce qui est scope et fonction, donc on appelle ça le module pattern. Donc ça c'est directement tiré de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire on a une fonction, des var, et on essaye de rester chez soi pour pas se mélanger au niveau global. Donc module pattern, on va aller chez toi. On bascule, donc là ceci je vais compléter ma démo pour faire ce fameux module pattern, parce que tu me dis qu'ici, utiliser la variable i globale, si je récupère un framework qui utilise aussi un i, on va tous le partager. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va écrire en fait une fonction anonyme. Vas-y, function, hop, parenthèse. Hop, on ouvre la collade. Je vais tout en bas. On va tout en bas. Je la ferme. On ferme la collade. Je ferme la parenthèse. Tu fermes ta parenthèse. La petite particularité JavaScript, on rajoute la double paire de parenthèses pour exécuter immédiatement la fonction anonyme qu'on vient de créer. Et là, j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. Du coup, je suis dans une fonction dont je peux écrire var. Et là, tu peux écrire var parce que du coup, ton i, t'es sûr qu'il n'appartient qu'à toi. D'accord, à cette fameuse fonction. Donc, normalement, on réexécute, ça doit marcher pareil. Parfait. Nickel. Donc cette petite écriture qui est un peu, voilà, on voit de temps en temps, hein, c'est. Oui, on la voit de temps en temps. Ah, tu reviens dessus, pardon. Ouais, on va revenir dessus justement pour voir en fait, parce que bon, la retenir par cœur, elle est un peu chiante, mais je vais vous dire à quoi elle ressemble. Donc l'idée c'est que voilà, on crée une fonction vraiment anonyme, qui est pas appelable. Et donc là, on a créé notre scope. Ça pourrait suffire, mais ça suffit pas en fait. Quand on fait ça, le parseur JavaScript, lui, il comprend pas. Donc pour faire passer ça, on rajoute une paire de parenthèses tout autour. Donc c'est pour ça qu'on a 40 parenthèses qui suivent. Donc on rajoute une petite paire de parenthèses pour faire passer cette expression tranquillement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que la fonction, elle est juste définie, mais elle n'est pas exécutée. D'où l'idée de la dernière petite paire de parenthèses qu'on va rajouter à la fin. Donc la dernière petite paire de parenthèses, elle est vraiment là juste pour dire tu m'exécutes la fonction que je viens juste de définir. Ça c'est important. Et donc typiquement là, ce module pattern, généralement vous allez copier-coller la première et la dernière ligne. Vous allez les mettre en haut, en bas de tous vos ouvertures, fermetures de script, de tous vos fichiers JavaScript. Et après, à l'intérieur, vous savez que vous êtes chez vous. C'est-à-dire que tout ce qui est var quelque chose, c'est du privé et il n'y a personne de l'extérieur qui va venir vous l'écraser. Donc ça, c'est un pattern qui est extrêmement utilisé et qu'il faut, qu'il faut tout le temps utiliser. Qu'il faut utiliser. Alors par contre, oui, à l'inverse, du coup là on s'est enfermé. On s'est enfermé, c'est-à-dire que donc on a bien notre module, donc function, hop, et nos paires de parenthèses à la fin. Et si par exemple on définit donc nos variables, elles sont réellement privées, elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Private variable, là on a du undefined. Donc si vous voulez ressortir de là où vous êtes, vous allez vous rattacher à des objets plus haut. Donc l'objet global, donc le super global dans un navigateur, ça s'appelle window. Et c'est lui qui représente, c'est là où tout se joue en fait. C'est la racine. Ma variable i tout à l'heure où il n'y avait pas de var, en fait, elle était rattachée à Windows. Voilà, elle était rattachée par défaut. Tout va dans Windows si on ne préfixe pas avec var. Donc c'est exactement ça. Et là donc on attache la fonction init à Windows. Donc init devient visible globalement. Et private variable, lui, il n'est visible que de la fonction init. Mais au moment où vous l'exécutez, du coup, elle peut vous récupérer sa valeur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Morale numéro 2. Toujours utiliser le pattern module. On change. Pas plus dur, mais plus tordu. Tout de suite la démo. Plus JavaScript. 10, c'est le contexte d'exécution. Ouais, donc effectivement, démo direct. Alors, on a toujours une petite démo. Cette fois-ci, on va faire la théorie avant de faire on va faire la pratique avant de faire la théorie. Toujours le même exercice. Mais cette fois-ci, juste avant de commencer la création de mes ULLI, j'ai créé en fait une petite variable donc, qui va simuler l'objet. Donc on va essayer de commencer à parler objet. Donc j'ai ici un objet qu'on va appeler alerteur. Donc c'est une variable alerteur qui est en fait une fonction. Et je vais utiliser ce mot-clé this. Donc moi, ce que j'ai plutôt l'habitude de développer en C#. Donc this, c'est effectivement mon contexte d'utilisation. Là, je suis dans mon instance de mon objet. Donc si je crée une instance de alerteur, a priori, this.id, si je lui mets une valeur, mon alerteur, et bien quelque part, si je définis une fonction getID
qui me renvoie, alors je fais 2 alertes dedans, je renvoie pour savoir qu'est-ce que c'est que this, est-ce que c'est un objet, qu'est-ce que c'est, et puis du coup j'appelle this.id, et normalement ça devrait m'envoyer une chaîne de caractères, mon alerte. Ok, donc ça, a priori, c'est relativement simple. Je suis toujours dans ma fonction qui est auto-exécutée. Je vais déclarer une variable, ici, myAlerter. Je fais un new de alerter, donc je crée une nouvelle instance ici. Donc je me dis tout va bien. Et j'appelle mon getID. Donc là, pas de souci, je vais lancer cet exemple. Je suis auto-exécuté, j'ai créé mon instance. Ici, ça me renvoie, première alerte, c'était le alerte de 10, object. Ok, ben ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être mon alerteur. Effectivement, c'est bien ça. J'ai bien this.getID qui me renvoyait ma chaîne de caractères de mon instance, mon alerteur. Donc jusqu'ici, ça se comporte comme on peut s'y attendre, comme dans d'autres langages. Maintenant, je vais exactement exécuter le même code, mais cette fois-ci, je vais attacher, en fait, parce que j'ai envie de m'attacher à l'événement click de mon UL. Donc, sur tous les éléments, je clique sur n'importe quel endroit, et je veux que ça appelle mon alerteur, et que ça affiche mes 2 alertes. Donc là, je me dis, ben, pas de souci, hein, ça marchait, je le colle derrière mon event. Donc j'y retourne, je fais F5. Donc là, effectivement, il s'exécute, enfin, il s'attache à l'événement, donc je me dis, tout va bien, je clique dessus. Déjà, un petit comportement qui est bizarre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais object, parce que le this, le premier alerte, c'est alerte de this. Ça devait me renvoyer this, mon object, qui normalement était mon alerteur. Bizarre, il a changé de tête là. Bon, ok, pourquoi pas, admettons. Oula, ça renvoie mon UL. C'était pas mon alerteur tout à l'heure, j'ai peut-être changé un bout de code. Non, je l'ai pas changé. C'est quoi mon UL? Ah, je remonte. En fait, c'est le nom de mon UL. Ouais. Donc alors là, j'ai un petit souci là. Donc c'est toute la beauté de JavaScript. Ouais. Je suis pas sûr que. Bon, enfin bref. Donc c'est tout. Alors. Explique-le nous. Ce n'est pas un bug, c'est encore une fonctionnalité. En fait, this ne se référence pas au contexte dans lequel l'objet a été créé, il se référence au contexte d'exécution. Donc là, la fonction click qui référence this, enfin getID qui référence this, elle a été exécutée non pas par l'objet où elle a été créée, c'est-à-dire alerteur, mais elle a été exécutée par le DOM, par l'élément machin sur l'événement click, sur l'événement manuel. Donc du coup, le this, il pointe vraiment sur l'élément du DOM qui a été actionné. Voilà, c'est ça le contexte. On n'est plus donc dans il du faut que je contexte de sauvegarde création. mon contexte 10 en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. T'as trouvé l'astuce. Donc il va falloir que tu mettes ton contexte dans un coin, voilà. Donc ça c'est un vieux fixe. Ou alors il y en a qui jouent aussi, hein, ils font Zat. Ouais, Zat et This et Self. Hein, ça serait bien de se trouver une manière normale de le faire, mais voilà. Donc ça permet de. Donc là c'est bon, fixer. ça devrait marcher là. Voilà, sauvegarde du contexte. Je fais F5 d'abord. Voilà, je clique. Ah, je récupère bien le 10 de la première démo et mon alerteur. Donc vous allez trouver souvent me, that, this. Tu utilises quoi self, toi? Ouais, Self. Et moi je suis un vieux de PHP, c'est pour ça. Ah. Du coup, on revient, on revient dans la théorie. Donc c'était l'exemple qu'on vient de voir. Et le fixe, généralement, voilà, c'est ça, c'est du var, varme ou varzat, varself égale 10. Vous sauvegardez le contexte dans juste avant de créer votre fonction. Donc toujours cette histoire de portée. Vous avez une fonction qui voit la portée juste au-dessus. Donc au moment où la fonction est créée, elle va se souvenir que me ou that ou self, c'est le contexte originel. Et du coup, voilà, ça va marcher normalement. Voilà, donc on l'a fait à l'envers. Donc c'est fixé. Donc leçon numéro 3, si vous voulez avoir beaucoup moins de surprises, quand vous commencez à définir un peu des petites classes comme ça, c'est verrouiller le contexte, c'est-à-dire vraiment à chaque fois cette petite référence juste avant. Donc il y a d'autres manières de le faire de manière native en JavaScript. Maintenant elles sont moins souples. Voilà. Hop. Dernière chose, les fonctions. Donc ça c'est tout un poème. Les fonctions, ça a l'air con comme ça, mais il n'y a jamais que 2 manières de les déclarer. Enfin, il n'y a jamais que 2 manières de les déclarer. On va dire les 2 plus connus, c'est function action. Tout le monde le comprend. Il y en a une autre qui est moins commune aux autres langages, c'est variable est égal à fonction. Donc voilà, les 2 ensuite s'exécutent de la même manière. Action, paire de parenthèses, et c'est bon. Il y a d'autres manières d'exécuter des fonctions JavaScript, mais on va éviter d'en parler là. Alors, on va vous faire participer un petit peu.
Alors, tout le monde se réveille. On est sur de la déclaration de fonction. Donc, soyez avec nous. Voilà. On a un petit code qui est super simple. Mais vous allez voir qu'il n'est pas si simple que ça en fait. J'ai donc un petit code JavaScript ici qui, avec un petit if d'abord, donc est-ce que 1 est toujours égal à 1? A priori, oui. Donc je passe dans ce code-là, qui me fait un fonction action, je fais un alert.net. Ici, je suis sur un else, fonction action, alerte JavaScript. A priori, vu le code comme ça, ici je dis pas jamais, hein, et j'exécute action. Alors attention, on va falloir se mouiller. Si je fais alerte et que j'exécute le code, qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Est-ce que c'est .NET ou JavaScript? Alors allez-y, qui pense que c'est .NET? Ils sont tous forts, j'y crois pas. Qui pense que c'est JavaScript? C'est pas mal. Bon, c'est le premier niveau, hein. C'est comment plaisir, on va passer les niveaux après. Effectivement, c'est JavaScript. Bravo. Ceux qui avaient osé lever la main en JavaScript. En fait, vous n'osiez pas. Allez, on va complexifier un petit peu. Alors, s'il faut comprendre pourquoi. Vas-y. Oui, la question c'est pourquoi. Oui. La question c'est pourquoi, donc c'est une fonctionnalité, encore une fois. En fait, il y a deux temps dans le moteur JavaScript. D'abord, il va analyser votre script, il va regarder s'il y a des erreurs ou pas, il va vous le dire ou pas, et ensuite il va l'exécuter. En JavaScript, quand vous utilisez donc cette notation-là, function action, il va regarder tous les endroits où vous avez défini votre fonction, il va compiler la liste, et quand il trouve que voilà, il y a deux fois le même nom, bah, il va prendre la dernière qui a été déclarée. Donc, et après, c'est comme si il ramenait la dernière fonction déclarée tout en haut du code. Donc, c'est à la fois pratique parce que du coup, par exemple, action pourrait très bien l'exécuter avant même de définir les deux fonctions là. Ça marcherait aussi. Vas-y, fais action machin là, ça devrait marcher. Donc ça, on va dire, c'est ça la fonctionnalité qui était voulue, c'est voilà, de pouvoir définir n'importe où ces fonctions. Par contre, c'est pas spécialement intuitif, quoi. Ça veut dire que l'exécuteur, lui, passe bien toujours dans le premier if, sauf qu'à ce moment-là, pour l'exécuteur, la fonction, elle est déjà plus là, elle a déjà été redéfinie. Donc il la redéfinit pas. Voilà. Donc ça s'appelle le hoisting, et c'est c'est censé être une fonctionnalité, mais effectivement, ça perd des gens. Alors on va complexifier un petit peu l'exercice. Ici, je vais redéclarer une autre fonction, cette fois-ci avec le contexte qu'on avait vu tout à l'heure, hein, d'auto-exécution de la fonction. Je redéclare donc action avec alerte, cette fois-ci C++. Donc le dernier dans la source, là, c'est function action C++. Donc, si vous avez bien compris ce qui a été dit, a priori, il devrait y avoir quoi? Alors, qui vote pour C++? Ils hésitent, hein. Ils sentent le piège. Ouais. C'est un piège. C'est toujours JavaScript. Oh, putain, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Alors, tu viens de dire que c'était déclaré, donc c'était le dernier. Ouais. Alors, deuxième. Sauf que, voilà. Donc évidemment, le piège, c'était le fait qu'on ait rajouté notre contexte. Le truc, c'est que par défaut, donc cette notation function action, elle est par défaut. De toute façon, on peut pas faire autrement. Elle est relative à la portée. Donc ça veut dire que function action n'est visible que dans la portée qu'on a créée avec notre pattern module. Ça veut dire que au moment où tu appelles action, il appelle bien donc celui-là, et celle-là en fait, elle est bien définie, mais elle reste à l'intérieur, elle n'est pas visible de l'extérieur. C'est le deuxième effet qui se coule de cette notation-là. Donc en plus, il faut que je vérifie la portée. Bon, ouais. Ok, alors en complexifiant, on va passer au level 3. Et cette fois-ci, je vais changer ma déclaration de ma fonction. Donc là, on est toujours dans le contexte. Donc, je le mets là-haut. Ouais. Cette fois-ci, je l'accroche à Windows. J'essaie de le forcer un peu. Windows, des formations professionnelles. Exact. Windows, pas de S. Alerte C++. Et la question maintenant, c'est qui pense que c'est toujours JavaScript qui va gagner? Il faut bien écouter mes questions. À chaque fois, je vous induis en erreur. Attention, C++. Pourquoi c'est C++? On peut continuer comme ça toute l'après-midi. Hein. Ouais, mais on va juste s'arrêter là-dessus. Après, on va regarder la conclusion. Donc là, ce qui se trouve, c'est que je suis sorti de mon contexte en fait. Donc, alors déjà,
tu remontes action, tu le remontes tout en haut. Donc ça c'est bien, ça c'est pour sortir de de là où t'es. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que t'es plus en notation function action. Là t'es en notation variable est égale à fonction anonyme. À partir de là, donc le parseur lui fait toujours son boulot, c'est-à-dire qu'il va bien dire ok action, ça c'est ma dernière fonction. Au premier part, c'est lui qui donne. Donc, au premier part, action il est vraiment égal à ça, et ensuite à l'exécution, il repart de tout en haut, il exécute ça et il prend action maintenant c'est ça. J'ai écrasé ma fonction en fait. T'as écrasé ta fonction grâce à la notation, par assignation de variables. Et voilà. Exercice. Donc ouais, on va résumer du coup la théorie. En fait, c'est pas la peine de tout apprendre par cœur. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est donc le hoisting. Donc c'est écrit comme ça. J'ai aucune idée de comment ça peut se dire en français d'ailleurs. Je pense pas que ça se dit. Donc ce qui est pratique, c'est qu'effectivement vous pouvez décaler, voilà. Donc ça c'est censé être pratique. Par contre c'est super dangereux. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Parce qu'effectivement c'est jamais la fonction qui va s'exécuter. Je la refais. C'est jamais la fonction que vous pensez qui va s'exécuter qui va vraiment s'exécuter. Et en plus, c'est implicitement sensible à la portée. Donc, selon l'endroit où vous le définissez, ça va ou pas être disponible. Mais ça, pareil, il faut le savoir. La conclusion, c'est n'utilisez pas function quelque chose. C'est pas assez explicite. Ou alors, sauf si vraiment vous gérez bien JavaScript et vous êtes à fond et vous êtes tout seul dans votre projet et personne ne doit venir. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Mais en général, voilà, dans les équipes qui bougent tout le temps, n'utilisez surtout pas function action, function, le nom de la fonction. Contentez-vous de var machin égale la fonction. C'est explicite, c'est moins dangereux, c'est plus maintenable et ça permet notamment de revenir au niveau au-dessus. Donc voilà, conclusion numéro 4, déclarer les fonctions avec ça. On va faire une dernière démo. Je crois qu'on doit avoir le temps. Ouais. T'avais pas l'utilisation de la slide sur pourquoi on écrase des fonctions? C'est celle-là, on va la faire. Donc on va toujours jouer avec les fonctions parce que tout ce qui est un peu sexe en JavaScript, ça se fait avec les fonctions. Alors on va peut-être faire la démo d'abord. Ouais. D'accord. Alors là, j'ai mon cahier des charges qui va se complexifier un tout petit peu. Hein. J'ai toujours ma liste de ULLI, donc je reviens à ma liste de ULLI qui est 3 fois et répétée 10 fois. Et je veux m'attacher au clic sur chaque élément et afficher son ID. On peut se dire c'est quand même relativement simple comme fonctionnalité. Mais quand on débute en JavaScript, c'est pas forcément évident, puisque encore une fois, on va taper sur des notions qu'on a l'habitude de manipuler et qui sont encore une fois qui n'ont pas tout à fait le même comportement en JavaScript. Donc, je n'ai pas touché à ma fonction d'auto-exécution qui continue à générer mes LI. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, c'est ma génération de LI. J'ai juste rajouté un petit bout de code à la fin pour dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher l'ensemble de mes LI, donc en utilisant la méthode JavaScript qui permet de dire un getElements by name, et ici je récupère une liste d'éléments, qui sont en fait mes 30 éléments de ma liste. Je vais les parcourir en faisant un joli for. Attention, j'ai mis le var, je vais écouter. C'est bien. Je les parcours donc de 0 à 29, et je vais faire la première chose, c'est-à-dire que je vais m'accrocher à l'événement onClick. Tout à l'heure, j'ai vu que l'onClick était un peu compliqué, mais bon, a priori, je vais quand même essayer, puisque j'ai appris. Donc, je vais déclarer une fonction, ici, qui ne prend pas de paramètres, et qui appelle alerte de i. Tout va bien. I, il va de 0 à 29, et normalement, ça devrait bien fonctionner. Allons-y. Je débute en JavaScript. Je lance ça dans un joli navigateur. Attention, je clique. J'ai 30. Alors, attends, j'ai 30. Alors que je devais aller de 0 à 29. Ok, bon, peut-être celui-là il s'est trompé. Je vais en cliquer sur un autre. J'ai toujours 30. Est-ce que tu peux venir à mon secours là? Parce que j'ai un petit souci. Même pas 29, je pensais que j'avais réussi à faire quelque chose de simple. C'est même pas 29, c'est ça que j'aime bien. Ouais, non, alors ça c'est un classique, c'est que vous êtes en événementiel. Donc au moment où la fonction onClick est exécutée, elle référence bien i, elle référence window.i, oui, en l'occurrence c'est window.i,
Et Windows.i, pendant ce temps-là, lui, il a bougé, puisqu'il était dans sa boucle. Ah ouais, donc en fait, mon var, ça ne servait à rien, en fait. En l'occurrence, Là, il pouvait pas te sauver, là. Parce que tu références bien le i auquel tu pensais, sauf que c'est pas le... il a changé de valeur. Sauf que la valeur a changé entre le moment où la fonction a été définie et le moment où i a été... et le moment où la fonction est exécutée. Donc ça, c'est de l'événementiel. Donc, en JavaScript... Comment faire? On va tordre la fonction, on va utiliser un truc qui s'appelle l'écrasement de fonction. D'abord, on va faire un pas tout de truc. suite. Voilà. D'abord, on va essayer de récupérer la valeur de i et non pas la référence à i. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous vous souvenez de la petite paire de parenthèses pour l'autofermant à la fin, là, on va la rajouter juste ici. Voilà. Je ferme et exécute. Ouais. Voilà. Donc, tu vas lui donner i en paramètre, parce que c'est jamais qu'un appel de fonction. Et du coup, je la récupère dans la fonction. Et là, tu la récupères. Et là, du coup, on n'a plus un passage par référence, mais un passage, en fait, par valeur. C'est-à-dire que là, ça redéfinit un nouveau contexte. Donc, valeur de i. Très bien. Donc là, j'auto-exécute ma fonction. Ouais. Je vais récupérer à chaque itération, donc 1, 2, 3, 4. C'est ça. Bon, c'est nickel. Bon. A priori, facile. F5. Ah, zut, j'ai pas cliqué encore. Non. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je suis... Vous n'avez pas de fonctionnalité pour tuer les... J'ai auto-exécuté, mais un peu trop tôt, en fait. C'est ça. Donc là, effectivement... Et après, ça marche pas, le clic. Donc l'auto-exécution marche bien pour le coup. Et effectivement, au moment où tu cliques, le truc, c'est que là, on n'a jamais qu'à signer... Enfin, là, ton on-click, il pointe sur une fonction anonyme qui est exécutée immédiatement. Donc on a bien vu que c'était exécuté immédiatement. Par contre, au final, tu pointes pas sur une fonction parce que, par défaut, les fonctions, elles se renvoient pas elles-mêmes. Donc ce qu'on va faire, on va trafiquer le truc, on va faire un return, voilà, on va lui renvoyer une nouvelle fonction. Donc j'en déclare une là. Voilà, function, parenthèse normale, tout va bien, hop, accolade, alerte de valeur de i, voilà. Donc là, cette nouvelle fonction, elle voit le scope juste au-dessus, qui est la fonction anonyme auto-exécutée. On y va, donc déjà on a plus nos alertes. Magnifique. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, donc ça c'est tordre les fonctions pour. Donc là, alors ça. Et finalement, ce qui est extrêmement utilisé en JavaScript. Ouais. Ça c'est le genre de truc que quand vous postulez, ça tu vois, c'est un entretien d'embauche. Ah, d'accord. Donc je l'ai raté parce qu'en fait au début j'y suis pas arrivé, deuxième coup je suis pas arrivé. T'es pas bien chez. Troisième coup. Donc ce que je voulais dire, oui, donc là il y a quand même pas mal de choses. C'est pour ça qu'on les pose aux entretiens d'embauche, c'est que vous avez les notions de portée, vous avez des fonctions anonymes, des fonctions qui s'écrasent. Il y a pas mal, voilà, si vous maîtrisez ce genre de choses et que vous arrivez à le sortir comme ça. Sans faire un copier-coller d'un exemple. Sans faire un copier-coller, c'est-à-dire le copier-coller ça marche aussi. Ou alors il y a des, oui, on peut aussi utiliser jQuery, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ouais. Donc voilà. On peut aussi tordre le truc d'une autre manière. L'écrasement de fonction, ça peut vraiment être utile, notamment pour faire des optimisations de performance. Imaginez, vous manipulez, vous créez pour votre boîte une librairie de type jQuery qui va vous abstraire les problèmes du DOM. Donc là, par exemple, on a une fonction qu'on appelle bind, donc on lui donne un élément, le nom de l'événement et une fonction à rappeler. Et en fait, toutes ces fonctions-là sont obligées de faire le switch entre est-ce que je suis dans l'ancien monde IE ou est-ce que je suis en mode standard W3C. Donc la manière IE de faire, c'était élément.attachEvent on click par exemple, le nom du callback. Le monde W3C, c'est juste add event listener, donc c'est pas du tout la même fonction, c'est pratiquement la même signature. D'ailleurs, je crois qu'il me manque un troisième paramètre. C'est pratiquement la même signature et au final, ça fait la même chose. Donc ça, c'est les fonctions de bind classiques. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous exécutez bind pour écouter un événement, là, le if, finalement, vous le faites à chaque fois. Alors là-dessus, ça coûte peut-être pas très cher, mais vous allez peut-être avoir des fonctions où vous allez faire une expression régulière à chaque fois pour faire un if. Donc là, on va optimiser ce code. Quand vous faites des librairies, c'est important que au moins la base s'exécute très rapidement. En fait, on va à la première. Donc à la déclaration, on va exécuter immédiatement la fonction. Au moment où on la déclare, on l'exécute immédiatement une première fois. On fait toujours notre if
Donc if je suis en mode body attach event, donc ça c'est IE, les anciens IE. Alors je renvoie une nouvelle fonction qui elle ne contient que le code qui nous intéresse. Sinon, voilà, je renvoie une fonction qui ne contient vraiment que le code qui m'intéresse. Du coup, bind ne contiendra que l'un ou l'autre des codes. Et donc ça, c'est important, ça veut dire que votre if, vous l'avez complètement sauté. Donc voilà, c'est le genre de petite optimisation. Et c'est exécuté qu'une seule fois, du coup. Et du coup, oui, le if est vraiment exécuté qu'une seule fois, ce qui dans un navigateur suffit. Donc voilà. Ok, donc j'avais inversé mes slides. Du coup, on a le temps, on fait la dernière démo, enfin on va juste la commenter. Ouais, vas-y. L'idée c'était de finaliser en fait cette démo pour utiliser un peu les bonnes pratiques et d'aller un peu jusqu'au bout. Donc si je vous remets la démo initiale, ici on a un certain nombre de codes qu'on va pouvoir aussi externaliser. Ce qu'on va avoir l'habitude aussi, c'est de découper des fichiers JavaScript découper un fichier JavaScript en plusieurs. Et du coup, comment ces fichiers vont pouvoir se voir facilement. Et dans ce cas-là, il y a une sorte on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des namespaces. Et vous allez voir, c'est une écriture en fait en JavaScript qui permet justement de retrouver ces petits dans des différents namespaces. Donc ça, c'était le code initial. On va juste commenter ensemble le code final en utilisant les namespaces. Donc cette fameuse fonction, vous vous souvenez, qui me crée en fait les LI sous mon UL, on peut imaginer de la mettre dans un fichier externe. Donc là, juste pour que ça soit visible sur le même écran, je l'ai mis dans un autre script, mais imaginez qu'elle est dans un autre fichier externe. Et en fait, on va utiliser donc l'écriture d'auto-exécution des fonctions, mais qui prennent en paramètre, on a l'habitude de mettre parenthèse, il y a une normalisation qui est plus ou moins utilisée par les développeurs JavaScript, où en fait on lui donne window, surpris. On lui donne window, donc comme ça c'est mon paramètre de ma fonction qu'on appellera global, et en fait au lieu d'utiliser window, du coup on utilisera global, et je vais lui déclarer une nouvelle variable ici, techDes, et je vais lui dire, si c'est vide, je la crée, et sinon tu la récupères. Comme ça me permet à tout moment de réutiliser en fait cette syntaxe-là pour récupérer en fait cette variable de manière unique et de pouvoir la compléter. Ouais, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'abord de sortir. Donc jusqu'ici, ce qu'on a fait ce matin là, c'était vraiment protéger son code avec le module pattern, donc anonyme. Et là, en fait, on essaye de ressortir justement au niveau global pour n'exposer que ce qu'on veut bien exposer, avec justement cette pratique du namespace. Le petit coup du window et du global, bon ça c'est bonus, c'est pour faire passer votre code sur tout environnement, navigateur, OS, server-side, parce que window. Donc c'est pas forcément mon contexte principal. Le window ça n'existe que dans les navigateurs, il n'existe pas chez Node.js, et je sais plus ce que vous avez dans Windows 8. Vous devez avoir autre chose encore pour définir le niveau global, mais voilà, ça vous permet d'être beaucoup plus modulaire à l'intérieur de votre code. Tout ce que vous voyez c'est global. Voilà. Et donc du coup, le petit objet que j'avais créé, qui était mon alerteur, je l'attache à techDes. Du coup, alerteur, si jamais j'ai un autre framework qui est aussi appelé un objet alerteur, au moins, j'ai pas de collision. Et du coup, l'écriture à la création sera quasiment identique, sauf que je vais simplement préfixer, donc c'est pour ça qu'on appelle des namespaces, le préfixer par les techDes, qui seront toujours évidemment déclarés de cette même manière. Donc c'est l'écriture un peu rigolote, puisque ici avec le petit ou, sinon ici ça représente un objet vide. Oui, alors cette écriture-là, elle est toujours marrante. Donc là c'est vraiment je récupère, mais si je suis en undefined, alors je crée. Donc ça c'est quelque chose que donc un namespace, c'est jamais que des objets qui s'imbriquent les uns dans les autres. En plus, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais tu as une petite optimisation là. Tu as écrit var techDes égale machin. Tu rigoles, mais quand tu minifies ton code, donc ça fait partie de bonne pratique quand tu veux accélérer ton code, quand tu vas l'envoyer en production, tu vas faire en sorte qu'il soit le plus petit possible. Les minifieurs, par exemple, ils aiment bien ça, parce que là, ta variable, ils savent qu'elle est locale, donc quand ça sortira en production, au lieu de ce techDes, ça sera un i par exemple, ou un a, tu vois. D'accord. Ça sera un seul caractère. Tandis que si on avait gardé le namespace complet, on aurait eu, chaque fois, il aurait repris la variable exacte. Chaque fois, il est obligé de se référencer au namespace complet. Donc voilà, ça c'est l'utilisation des namespaces. Et je vais donc cet après-midi à 17h30 amphi à Vannes. Merci. Pareil, donc je vais refaire une session sur, on va dire, c'est un peu la suite de cette session. C'est les bonnes pratiques, mais
donc là, on était vraiment, on va dire, relativement bas niveau, c'est-à-dire quand vous codez pour débugger, ça c'est vraiment pour le debug. Là, tout à l'heure, ça va être commencer à faire de l'orienté objet, les bonnes pratiques, les patterns que vous pouvez réutiliser de ce que vous connaissez déjà. Donc voilà, ça c'est tout à l'heure, et notamment il y aura les namespaces. Vous êtes armé pour bien comprendre la session de cet après-midi. Ah là, je crois que vous êtes bien parti. Voilà. Voilà. Donc on vous remercie, et puis du coup on va avoir une séance de questions-réponses évidemment sur la session si vous en avez. Je dis juste ma conclusion parce que je l'aime bien. JavaScript est différent. Apprenez-le. Prenez le temps de l'apprendre. Effectivement, il est un peu chaud, mais trouvez les bonnes ressources sur le net et prenez le temps de l'apprendre, quoi. Guy ? Ouais, complètement, parce que donc jQuery, lui, son métier, c'est d'abstraire les problématiques du DOM. Donc tout ce qui est Internet Explorer, Netscape, ça n'existe plus. Donc voilà, voilà, ça permet d'avoir moins de problèmes avec le navigateur. Ça a plein de petits raccourcis. Mais tout ce qui est les portées, tordre les fonctions, tout ça, ça reste. Ben voilà, tu restes obligé de l'utiliser. Et Jean-Pierre le présentera bien dans la session suivante, c'est aussi pour bien comprendre ce qu'on fait, parce que souvent le JavaScript c'est à base effectivement beaucoup de copier-coller, mais ça peut être c'est très bien, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, récupérer des frameworks, récupérer des fonctionnalités, je veux rajouter un panorama ou des choses comme ça sur mon site web, donc qu'est-ce que je fais? Je récupère la librairie et je vais l'exécuter. Ça marche pas toujours du premier coup, et il faut le comprendre. Et en fait, ce qu'on vous a, cette session-là était aussi dédiée à comprendre pourquoi ça marchait pas. Et les petites bugs que je faisais en fait dans mon code, c'est des petits bugs que régulièrement vous avez fait vous ou qui sont en fait au sein de la page parce que d'autres développeurs ont écrit à un moment un tout petit bout de JavaScript, ils ont déclaré une variable A, B, C, D juste pour récupérer un identifiant et juste changer une CSS. Le problème, c'est que ça expose juste à côté en fait votre framework. Et pour arriver à le débugger et le comprendre, évidemment, il faut avoir ces notions-là. C'est pour ça que c'est encore des choses, les trois notions qu'on a abordées ensemble, c'est-à-dire les var, les fonctions et les portées, ESIS, c'est des choses qui sont pour nous vraiment fondamentales pour arriver à comprendre l'utilisation de framework qui peut être évidemment très complexe. Voilà, c'est vraiment c'était les bases, au-delà de simplement savoir programmer, puisque finalement c'est de la programmation standard, quoi. C'est vraiment du fonctionnement qui était différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur des langages de haut niveau. Alors c'est pas des subtilités, je dirais que c'est des changements de comportement, voilà, qui sont qu'il faut connaître en fait pour bien comprendre le JavaScript. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut cacher le code? Non. Tu peux l'obfusquer, c'est-à-dire tu peux le réduire à un maximum, mais tu pourras jamais le cacher. Enfin, cacher, tu veux dire, c'est-à-dire ne pas lire la source. Non, on peut pas. On peut pas. La seule chose que tu peux faire, c'est planquer au plus profond, mais enfin, non, tu peux pas. Le code sera toujours lisible. C'est le web. Puis en attachant un débugger, on aura toujours. Par contre, quand on se met en point d'arrêt et qui dit erreur ligne 1 colonne 12028, c'est ça. Ouais. C'est un peu compliqué à débugger. Oui. C'est comment dire? Prendre un langage. Alors, GWT, il a répondu à une problématique. Tu avais les gars de gmail.com qui avaient que des ingés Java. Ok, ils ont pondu 1/2 million de lignes de code JavaScript. La plupart ont été générés. Et ils n'avaient pas beaucoup d'experts JavaScript. Ils avaient que des ingés Java. Donc, ils ont répondu à cette problématique, effectivement, en créant GWT. Enfin, l'ancêtre de GWT, en disant le gars il va taper du Java, ça va compiler en JavaScript. Au jour d'aujourd'hui, tu as effectivement pratiquement tous les langages du monde qui compilent vers JavaScript. À débugger, mais ça doit être une horreur, mais sans nom. Enfin, t'imagines le niveau d'expertise qu'il faut pour dire, ok, j'ai écrit ça, forcément ça va me générer ce JavaScript-là, parce que au final, quand tu vas débugger dans ton navigateur, tu vas débugger, tu vas débugger dans ton navigateur, donc tu vas débugger du JavaScript. Tu vas jamais finalement débugger ton code original. Donc c'est bien si tu as une problématique façon Google, c'est-à-dire tu as 100 types qui connaissent que Java et tu n'as pas envie de les faire passer à JavaScript, ouais, vas-y. Maintenant, JavaScript, c'est... Enfin, tu vois...
enfin, c'est quand même exceptionnel que Microsoft ait pris JavaScript et tu puisses maintenant faire du logiciel qui tourne aussi vite, aussi bien que. Donc voilà, l'avenir c'est JavaScript. Faut pas s'emmerder avec des compilateurs au milieu, quoi. Il y a eu le transcodage. Enfin voilà, tu perds en perf, tu perds beaucoup de choses, quoi. On peut utiliser, il y a l'IntelliSense dessus. Là, j'ai utilisé WebMatrix parce qu'on essaye de mettre, de montrer aussi WebMatrix, on l'a montré en plénière, avec un peu d'IntelliSense et ça permet, WebMatrix, il pèse 5 ou 6 mégas, donc c'est extrêmement facile à installer et puis à manipuler. Ça manipule aussi du PHP. Et Visual Studio, on peut utiliser Visual Studio pour éditer du JavaScript. Et il y a aussi l'IntelliSense à travers d'autres fichiers aussi qui sont référencés. Donc ça marche très bien. Et évidemment, prochaine version, puisque JavaScript est un des langages de développement d'applications Windows pour Windows 8, évidemment, JavaScript est plus que bien supporté. Avec la découverte des portées, des choses comme ça, dans l'IntelliSense, on a quelque chose de vraiment super sympa. Ok, il n'y a plus de questions. S'il n'y a pas d'autres questions, bon appétit. Donc si vous n'oubliez pas la session. Ouais, donc 17h30 session amphi à Vannes pour moi. Là je vais chez un client là. Donc si vous voulez me rejoindre, si vous avez des questions encore à poser, c'est stand 55 là à côté de Hewlett Packard. Et pour voter, vous pouvez prendre le tag en photo. Et oui, important. Merci.